les problèmes d'asthme, les problèmes de... il y a toute une Ce sont des pathologies déclination qu'on retrouve effectivement qu'on retrouve dans toutes les grandes villes. Vous avez une concentration de voitures au niveau des... Il y a 5 sources de pollution. Par l'automobile, par l'agriculture. Alors Dieu merci, en France, en Algérie, on n'utilise pas trop de pesticides, donc c'est assez limité. Vous avez les avions aussi, vous avez la pollution industrielle. Je pense que les industries algériennes doivent aussi s'adapter pour éviter de polluer. Quand vous voyez en pleine ville comment on appelle ça là, des entreprises de bâtiments qui font les pierres, qui font... c'est quand même... et toutes les fumées qui ressortent sur les enfants, c'est quand même assez dramatique. Et donc, voilà, vous avez cette source la pollution par le chauffage aussi. Des chauffages mal réglés, qui s'évaporent. Donc tout ça fait... Comment ? Des accidents. Et donc, vous avez une pollution, les enfants, les femmes enceintes, les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, et donc ça c'est quand même quelque chose qui a un coût pour la santé, qui a un coût pour l'État et qui a un coût pour les personnes. Donc je pense que c'est quelque chose qui, je ne sais pas si on doit aussi faire des appels à l'État algérien qui fait quand même des choses extrêmement intéressantes, c'est de dire qu'il faut aller vraiment vers des solutions, et ça sera que mieux pour l'économie dans quelques années, vers des solutions propres, de technologies propres. C'est important aussi qu'il y ait aussi, il y a l'État, mais il y a aussi la société civile, et qu'on donne les moyens aux ONG, mais excusez-moi de l'expression, des vraies ONG qui jouent un rôle d'ONG, c'est-à-dire que une ONG qui puisse, nous on est ONG par exemple à Paris, moi ça ne me dérange pas de critiquer la ministre de l'écologie s'il y a une mesure qui n'est pas bonne. Où je dis, mais on dit aussi des fois que c'est bien, et des fois on construit des mesures ensemble. Dans le débat, bien évidemment. Dans le débat, dans le respect. J'allais dire, il ne faut pas prendre... donc je pense qu'en Algérie, il faut qu'il y ait des ONG en matière environnementale, comme il y en a en matière sociale, comme il y en a en matière de toutes les... Et je pense que la qualité et la grandeur d'un pays se reconnaît aussi à ça. Très bien, alors je vais faire réagir là-dessus justement monsieur Omar Khabar, puisque vous parliez effectivement des mesures peut-être à prendre du côté de l'État algérien. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence sur les changements climatiques, agence créée en 2005. Alors, est-ce qu'on peut brièvement exposer les actions de cette agence et surtout ce que prévoit aujourd'hui la législation? Très bien. Donc, pour répondre à cette question, j'aimerais bien commencer par la deuxième partie, par le volet réglementaire et législatif, pour justement arriver à la naissance de l'Agence nationale du changement climatique. Vous savez, la première loi de l'environnement en Algérie est datée de 1983. Et en 2010, cette loi a été amendée pour justement intégrer la dimension de développement durable, et dans cette notion de développement durable, tous les aspects qui ont été évoqués par donc les invités, à savoir la sensibilisation par rapport à l'environnement, l'éducation à l'environnement, et même les normes en termes de pollution atmosphérique, par exemple. Et vous savez, l'industrie algérienne est passée par deux normes. Il y a les anciennes installations classées, par exemple, qui sont soumises à un niveau un peu plus tolérant. Pourquoi ? Parce que justement, notre collègue tout à l'heure, il a dit que si effectivement on applique les normes environnementales les plus sévères, effectivement c'est la défaillance de l'économie nationale. Donc c'est pour cela que le législateur a prévu deux niveaux. Le deuxième niveau, c'est pour les nouvelles installations industrielles. Donc vous voyez que la prise en charge de ces aspects de la gestion même de la ressource, la préservation de la ressource, qui est la source de l'économie nationale, est née. Après, on est passé... par rapport à la question des changements climatiques. Le premier acte, c'était la ratification de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto. Et après, il y a les lois. Donc vous avez dans la loi portant approbation de ce qu'on appelle donc le schéma national d'aménagement du territoire, on prévoit ce qu'on appelle les plans climat territoriaux intégrés. Dans ces plans dans ces plans, on intègre et l'aspect adaptation, mais aussi l'atténuation. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on est arrivé aujourd'hui vers la CPDN, la contribution prévue déterminée, dans laquelle l'Algérie s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau supportable par les fonds propres, mais aussi
justement pour parler donc de ce transfert de technologie, on a dit qu'on peut aller jusqu'à 22% de réduction, mais il faut qu'il y ait un transfert. 22% de réduction de gaz à effet de serre pour l'Algérie, mais avec un partenariat, avec un financement étranger. Alors, donc quelles sont les conditions? D'abord, il faut qu'il y ait un transfert de technologie dans le domaine de la production propre. Il faut qu'il y ait aussi des aides financières, parce qu'on va rappeler quand même que donc, le principe de base de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, il y a effectivement cette responsabilité commune, mais elle est différenciée. Différenciée comment? Parce qu'on n'a pas les mêmes... on n'est pas responsable, historiquement parlant, l'Algérie a émis une partie très fine en termes de pollution atmosphérique, notamment les gaz à effet de serre. Après, en 2005, il y a eu donc justement, comme élément de réponse par rapport à l'adaptation au changement climatique, la création de l'Agence nationale du changement climatique. Cette agence, elle est chargée de l'intégration de la problématique des changements climatiques dans tous les plans de développement. L'éducation nationale, l'agriculture, les ressources en eau, la santé, et même au sein de l'entreprise industrielle. Maintenant, si vous voulez qu'on parle un peu de l'Agence nationale du changement climatique, elle est mise réellement, c'est-à-dire elle commence à exercer sa mission à partir de l'année passée, donc à partir de 2014, et donc le recrutement d'un personnel pour permettre à cette agence de jouer son rôle dans cette adaptation par rapport au changement climatique. Dans cette mise en place, il y a eu donc des partenariats. C'est pour cela que, justement, on cherche les partenariats même avec les entreprises privées pour la promotion des énergies renouvelables, pour l'intégration de cette problématique dans leur plan économique futur. Il y a aussi le partenariat. On cherche à acquérir un savoir-faire avec soit donc, les compétences nationales, mais aussi dans le cadre des partenariats, de la coopération, notamment avec, il y a deux projets phares. Le plan national climat avec donc le concours de la GIZ, c'est la coopération internationale allemande. On va acquérir un savoir-faire en termes d'efficacité énergétique, en termes des politiques d'adaptation et d'intégration, et même aussi de la réduction des gaz à effet de serre, qu'on va justement, donc après, reproduire à l'échelle nationale. Associer l'ensemble des acteurs dans cette démarche. C'est-à-dire l'agence va devenir un agent fédérateur de toute cette politique. Entre les différents acteurs, soucieux de mettre en place cette politique, cette lutte contre les changements climatiques. Il faut qu'on nous donne les moyens. Oui. On va aborder dans un tout petit instant la question des solutions, de la diversité des solutions qui existent avec vous, Monsieur Mehdi Khalfi. Mais juste avant, je vous invite à découvrir un reportage, puisqu'à partir de 2016, les émissions de carbone irréductible du Parlement européen pourront être pleinement compensées, l'institution devenant la première de l'Union européenne à être 100% neutre en carbone. Je vous invite à présent à découvrir un portrait, celui de Tokia Saïfi, députée au Parlement européen, ancienne ministre. Elle fut d'ailleurs entre 2002 et 2004 secrétaire d'État chargée du développement durable, mais aussi créatrice de la Semaine nationale du développement durable. Et Fela Benour est partie à sa rencontre. Un portrait, et on revient juste après. Je suis contente de voir des enfants, des petits jeunes voilà, qui visitent et qui se rappellent l'histoire. C'est très important. C'est toujours important de se rappeler de ses racines. Loin du protocole et des formalités, l'arrivée de Tokia Saïfi au musée Bardot ouvre une parenthèse avec ses collégiens. Une rencontre spontanée où les notions politiques ne sont pas forcément compréhensibles pour ces enfants. Néanmoins, ce court moment était un pur partage, une émotion qui ouvre une fenêtre sur les souvenirs. Mon père est enterré ici à Biskra. Et par exemple, quand je suis dans des quartiers d'Alger, je repense toujours à lui parce que quand on était ici en vacances, il me prenait par la main, on marchait tous les deux. Il nous disait, regardez comment je travaille, mon travail est très dur. Et il me disait, vous allez bien travailler à l'école, il faut bien travailler à l'école, je veux que vous réussissiez, parce que plus tard je veux que vous portiez une chemise blanche. Il disait, et pour lui la chemise blanche, c'était symbole de réussite et que ses enfants auraient bien travaillé à l'école et qu'ils n'auraient pas le même destin que lui, difficile.
Et ça, c'est resté ancré en moi et c'est vivant en moi. Et c'est tout ce qui a fait tout mon parcours. Et ma mère, c'est pareil, elle a élevé 10 enfants. Et la députée européenne est la 4e de cette fratrie. Originaire de Lichena, son père ouvrier sidérurgiste s'installe en France en 1948. Considérée comme la chouchou de la famille, Tokia obtient un diplôme en droit. Militante associative à Lille depuis les années 80, Tokia Saifi est la première enfant d'immigration à occuper un poste politique dans un gouvernement français en 2002. Elle est nommée par Jacques Chirac secrétaire d'État au développement durable. Elle développe alors la notion de l'État exemplaire. Mais pas seulement, Tokia entame un véritable travail en direction des enfants. Elle est l'initiatrice de la Semaine du développement durable en 2003. J'avais une action importante envers les enfants. Et je disais, je compte sur les enfants pour éduquer les parents. Parce que les enfants, les jeunes sont beaucoup plus sensibles à cette démarche et ils la comprennent beaucoup mieux. Si on continue à vivre comme on vit aujourd'hui, nos modes de vie, il faudra plusieurs planètes. Et à propos d'environnement, justement, la planète attache beaucoup d'espoir à la COP21, la conférence de Paris sur les changements climatiques. Selon la parlementaire, tout repose sur les négociations entre les pays développés et les pays émergents. Autant les pays développés doivent faire un effort important et contraignant parce qu'ils en ont les moyens, mais il doit y avoir une aide pour les pays qui sont en développement. L'Algérie est une puissance régionale et elle peut servir, elle peut entraîner les autres pays autour d'elle, le Maghreb et même de façon beaucoup plus large, puisque l'Algérie est un pays qui est très écouté au niveau politique. Donc moi je crois que voilà, il y a une vraie synergie à mettre en place dans le sud de la Méditerranée. D'autant plus que l'Algérie peut compter sur l'élite d'origine algérienne installée partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais aux responsables, aux autorités algériennes, ils veulent donner. C'est le pays de leurs parents. Ce sont leurs racines. Ils ne viennent pas pour prendre, ils viennent pour donner. Oui, l'immigration aujourd'hui, il y a une génération où il y a des réussites transversales dans tous les domaines et secteurs d'activité. On a déjà en fichier 400 000 entrepreneurs d'origine algérienne en France et opérateurs. Il faut que le lien de confiance existe, soit rétabli, soit établi d'ailleurs, parce que c'est même pas rétabli, soit établi. La confiance, c'est le dernier frein qui reste et si on doit changer les mentalités, on a une grosse communauté qui fait qu'attendre. On est dans les stand-by, on est dans la salle d'attente, mais qu'on nous donne les crayons de quoi écrire l'histoire avec notre pays qui est l'Algérie tout simplement. Qu'aujourd'hui nous sommes dans une démarche de pont entre cette diaspora et l'Algérie. C'est parti. La démarche est entamée, nous sommes en train de la structurer. Et Tokia Saifi et ses frères, Nadir, Mustafa, Salim et les autres, sont très investis dans cette démarche gagnant-gagnant. Et la parenthèse reste donc ouverte. Et ces enfants se souviendront peut-être un jour du sourire de cette dame à la chemise blanche. De retour sur le plateau de Diasporama. Alors, monsieur Mehdi Khalfi, vous êtes spécialiste dans le domaine des énergies renouvelables, président de l'Union des professionnels des énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quelles sont les solutions qui existent et notamment votre action dans le domaine de l'agriculture ? Je pense que